effectivement, je suis chercheur au CNRS. Vous m'entendez bien? On m'entend bien, c'est bizarre. Mais donc je suis chercheur au CNRS à l'Institut de neurosciences de la Timone depuis le mois d'octobre. J'ai réalisé pas mal de mes recherches en fait à Marseille. J'ai réalisé mon doctorat il y a une dizaine d'années au laboratoire de mécanique acoustique. Et j'ai été financé un petit peu comme les neuronautes par l'Institut Langage, Communication et Cerveau, l'ILCV, depuis à peu près 5 ans maintenant. Et donc j'ai pu obtenir un poste permanent de chercheur l'an dernier pour travailler justement sur la perception des sons. Et je vais essayer de vous présenter un petit peu mes travaux de recherche aujourd'hui. Donc la question qui m'intéresse d'un point de vue un peu central dans mes travaux de recherche va être d'essayer de comprendre comment les signaux sonores, donc les vibrations de l'air qui arrivent au niveau de nos oreilles, eh bien, sont transformés tout d'abord au niveau de la périphérie de l'oreille en signal électrique qui va donner lieu, donc, je ne sais pas si une partie d'entre vous le savent certainement, à une activité cérébrale, et comment cette activité cérébrale va refléter ensuite notre perception de ces sons. Donc j'essaye de comprendre en fait la relation entre ces informations qui vont être acoustiques et la perception qu'elles engendrent. Donc c'est un problème assez fondamental en fait dans le domaine des neurosciences, puisqu'il s'intéresse à essayer de modéliser et de comprendre comment fonctionnent nos systèmes sensoriels. Et pour ça en fait, j'ai une approche qui s'appelle, qu'on peut qualifier un petit peu vulgairement de computationnelle, qui va faire appel à des outils aussi bien des outils qui viennent des mathématiques appliquées que de l'informatique. Donc plus spécifiquement, j'utilise des méthodologies qui viennent du signal, pour modéliser ce qui se passe au niveau de la périphérie de l'oreille, et des outils informatiques qui vont permettre de modéliser les transformations justement de ces informations le long du cerveau. Donc pourquoi on s'intéresse à ces questions fondamentales de modélisation? En fait, il y a des applications très concrètes du point de vue clinique. J'imagine que vous avez tous entendu parler des pertes auditives ou des troubles de l'audition. Et donc les recherches que je réalise ont pour objectif de fournir des nouveaux modèles qui vont pouvoir potentiellement être utilisés ensuite pour améliorer le fonctionnement des aides auditives, comme les implants cochléaires par exemple, mais même les prothèses auditives plus classiques qu'on utilise quand on est souvent un petit peu plus âgé pour mieux entendre. Et également essayer de développer des nouveaux types d'implants, comme les implants corticaux, qui vont être des implants qui sont réalisés directement au niveau cérébral et qui vont avoir pour objectif d'envoyer des informations électriques directement au niveau du cerveau, en bypassant complètement la périphérie de l'oreille et en donnant la possibilité à des personnes souffrant de pathologies au niveau périphérique et bien de réentendre. Donc évidemment, je ne travaille pas moi sur ces techniques-là directement, mais les travaux que je réalise trouvent des applications directes dans ces champs cliniques. C'est également un problème technologique, puisque si on dépasse même le cadre clinique, eh bien on peut imaginer avoir une approche qu'on peut qualifier de neuromimétique, c'est-à-dire qu'on va comprendre comment fonctionne le cerveau, et on va essayer d'utiliser ces connaissances pour développer des nouvelles technologies, donc qui vont permettre de créer ce qu'on pourrait appeler un petit peu des oreilles d'or numériques, qui vont être capables de faire des tâches assez complexes, comme ce qu'on est capable de faire avec nos oreilles, avec notre cerveau, essayer de le mettre dans des ordinateurs pour essayer de développer des nouveaux outils. Donc vous allez me dire, et l'art dans tout ça, puisque c'est quand même la thématique un petit peu de la journée. Alors mes travaux ne se focalisent pas directement sur l'art et la perception artistique en particulier, mais malgré tout vous allez voir dans les travaux que je vais vous présenter que c'est implicitement présent dans à peu près toutes mes recherches, puisque la perception des sons est très fortement reliée à la perception de la musique, et la perception des sons en règle générale peut donner lieu à un certain nombre de pratiques artistiques. Donc aujourd'hui je vais essayer de vous présenter un certain nombre d'études que j'ai pu réaliser dans le cadre de mes recherches depuis une dizaine d'années, donc depuis mon doctorat. Donc elles sont toutes plus ou moins reliées, vous allez voir que ce qui fait le lien de toutes ces recherches, c'est le son et leur perception. Et tout d'abord, je vais vous présenter 3 études qui s'intéressent vraiment à la compréhension de la perception des sons, donc comment nos oreilles et notre cerveau finalement transforment ces informations. Et je finirai par vous présenter 2 études plus appliquées, donc qui vont concerner le développement de nouvelles méthodologies qui vont permettre par exemple de développer des techniques pour détecter la privation de sommeil d'une personne juste en analysant les propriétés acoustiques de sa voix. Et cela en utilisant des modèles qui sont utilisés pour modéliser le système auditif. Donc je vais commencer par vous présenter en fait des études que j'ai réalisées dans le cadre de mes travaux de doctorat et dans lesquelles je me suis intéressé à la perception des sons qui sont produits par nos mouvements. Et en fait on est parti du constat assez basique que quand on écrit, quand on dessine, en fait la ligne du stylo qui frotte sur la feuille produit des sons. Donc je vais vous faire écouter un exemple.
pas si vous avez été capable de reconnaître ce qui avait été écrit par la personne, j'imagine pas, mais j'imagine que vous avez quand même pu vous imaginer au moins un mouvement, peut-être pas visualisé, mais en tout cas vous avez imaginé un geste sous-jacent qui aurait peut-être pu produire ce son. Et donc la question qu'on a posée, c'est qu'est-ce qu'on imagine en réalité? Est-ce qu'on est capable de remonter à des formes, à des types de formes? Est-ce qu'on est capable de discriminer des formes juste en écoutant les sons qui sont produits? Donc pour ça, en fait, on a utilisé des méthodologies qui s'appellent des méthodes de synthèse sonore. Donc c'est une technique qui a été développée en particulier par Jean-Claude Rissen, qui était chercheur au laboratoire de mécanique et d'acoustique à Marseille également, et qui s'appelle l'analyse par synthèse, donc qui va consister à isoler certains paramètres des sons pour voir si ces paramètres en fait sont pertinents pour la perception. Et par exemple, dans le cas des sons de frottement, en fait, on a été capable de resynthétiser des sons qui étaient réellement produits par des gens, juste en enregistrant la vitesse de leur mouvement. Donc par exemple, je vais vous faire écouter le son d'une personne qui dessine une ellipse, donc il la dessine plusieurs fois. Oups, pardon. Donc ça, c'est le vrai son, hein. C'est le son qui a été enregistré avec un microphone. Et maintenant, je vais vous faire écouter un son qui a été resynthétisé juste à partir de l'information cinématique, donc à partir de l'information de vitesse qui avait été enregistrée via une tablette graphique. Donc vous voyez qu'on garde quand même un certain nombre d'informations qui sont liées au mouvement justement qui a produit cette forme. Donc on a enregistré des sons de personnes dessinant différentes formes. Donc je vais maintenant vous faire écouter le son d'une personne qui dessine un trait, donc c'est des allers-retours en fait, hein, sur une ligne droite. Oups, pardon. Et à partir de tous ces sons, en fait, eh bien, on a mis en place des expériences perceptives, on a pu montrer un certain nombre de choses. Donc en particulier qu'on était capable de discriminer des formes géométriques qui avaient des propriétés géométriques différentes, juste en utilisant les informations de vitesse. On a également montré qu'on pouvait remonter même à des propriétés biomécaniques du geste, donc à savoir par exemple, donc là c'est un petit peu du jargon un petit peu technique, mais des phases relatives entre des oscillateurs qui sont utilisés pour modéliser les mouvements humains. Et on a même montré qu'on pouvait remonter à des formes prototypiques. C'est-à-dire que si je vous demande de vous imaginer une ellipse dans votre tête en fermant les yeux, et bien en fait il y a des études qui ont montré qu'on s'imaginait tous à peu près la même ellipse, qui avait un rapport entre le demi-grand axe et le demi-petit axe d'à peu près 1,2. Et bien en fait on a montré que juste avec le son qui est produit par une personne qui dessine, on était capable également de remonter à ses propriétés géométriques. Et enfin on a pu montrer également qu'on était capable de discriminer des gestes juste à partir du son qui avaient des mouvements plus ou moins naturels. Donc je vais vous faire écouter deux exemples et vous allez essayer de vous imaginer lequel de ces deux gestes était le plus naturel, celui qui aurait été le plus plausiblement produit par un être humain. Voilà, premier son. Je ne sais pas si on s'imagine que le deuxième son est le moins naturel, vous avez là, et que le deuxième son soit le plus naturel. Ouais. Bon. On est tous, enfin tous, pas tous, mais beaucoup d'entre nous sommes d'accord sur le fait que le deuxième son est celui qui évoque le mouvement le plus naturel, le plus biologique, et en fait, effectivement, on a réalisé des expériences, on a pu montrer qu'on était capable, en effet, de remonter à ces propriétés des mouvements naturels qui sont caractérisés par des équations qui relient, en fait, la vitesse à laquelle on dessine à la courbure de la forme qu'on est en train de dessiner. Et un peu plus récemment, on a même essayé d'aller plus loin. On a essayé de voir si, à partir de ces sons qui produisent des gestes, on ne pouvait pas même remonter à des évocations sémantiques. Donc il y a beaucoup d'études qui se sont intéressées à ce genre de questions dans d'autres domaines, en particulier dans le domaine de la vision. Et il y a un effet bien connu qui s'appelle l'effet Booba-Kiki, qui va être que si je vous demande d'associer le mot Booba à une de ces deux formes, eh bien vous allez sûrement tous et toutes l'associer à la même forme. Donc que ceux qui l'associeraient à la première forme lèvent la main. Oui. Bon, bah, du coup, je ne vais pas poser la deuxième question, parce que c'est assez évident pour tout le monde que le mot Booba est plus associé, on l'associe plus naturellement à cette forme qu'à la seconde. Et la question qui se pose, en fait, c'est pourquoi? Pourquoi on a ce type d'association faite d'un point de vue assez automatique? Donc il y a un très très grand nombre d'études qui ont été réalisées sur le sujet. Et on a voulu un petit peu apporter notre pierre à l'édifice en considérant justement la modalité auditive dans cette problématique. Et on a essayé de voir si, en utilisant les mêmes sons que je vous ai fait écouter tout à l'heure,
eh bien on pouvait évoquer le même type d'association, ça s'appelle des associations cross-modales, entre des sons et des mots. Donc si je vais vous faire réécouter les deux sons de tout à l'heure, et vous allez me dire lequel vous paraît le plus naturellement associé au mot Booba. Qui répondrait le son numéro 1 et qui répondrait le son numéro 2? Alors effectivement, statistiquement, les gens ont tendance à répondre exactement ce type de réponse. Donc Lou Cousson, qui était en stage au laboratoire l'an dernier, a réalisé une expérience pour le mettre en évidence d'un point de vue un peu plus objectif. Donc on a même pu montrer qu'en fait, on pouvait faire des continuums de sons qui passaient continuellement d'un son évoquant le mot Kiki au mot Booba, en modifiant un paramètre du geste. Donc c'est super intéressant parce que ça suggère vraiment très fortement qu'en fait cette association entre son et mot, entre forme et mot, est directement reliée en fait au geste sous-jacent qui va pouvoir être imaginé quand on perçoit ces formes. On les perçoit visuellement ou d'un point de vue auditif. Donc elle a effectivement réalisé une expérience dans le domaine visuel et la même expérience dans le domaine auditif. Donc voilà, ici c'est tout ce qui concernait la perception des sons liés au mouvement, mais on s'est aussi posé la question de savoir si, en utilisant ces sons-là, on ne pouvait pas également influencer réellement les mouvements. Donc là, toutes les expériences que je vous ai présentées, c'était des aspects purement perceptifs. Mais on s'est demandé en fait si on ne pouvait pas guider les gestes en diffusant des sons. Donc pour ça, on a réalisé une expérience où des sujets devaient reproduire des mouvements visuels qu'ils voyaient sur un écran. Donc vous voyez ici un petit peu un schéma qui montre l'expérience qu'on a réalisée, et où en fait on leur présentait un mouvement circulaire et on leur faisait entendre le son d'une personne qui dessinait une ellipse. Et ce qui est assez intéressant en fait, c'est qu'on a observé que le son modifiait significativement la production du geste de ces personnes. Donc, ce qui montre que le son a vraiment une influence sur le geste, même d'un point de vue audiomoteur. Et pour vous illustrer ça, je vais juste vous présenter deux vidéos. Donc une vidéo où les sujets devaient reproduire un mouvement circulaire en entendant un mouvement évoquant un mouvement plutôt circulaire, et une deuxième vidéo où vous verrez donc le cas où le son évoque un mouvement elliptique et le mouvement visuel est toujours circulaire. Et vous allez voir comment cela influence la trace qui est produite par les sujets. Alors, pardon, je vous lise. Donc là, le point qui se déplace, c'est ce qu'il voyait visuellement. Et la trace, c'est ce qui est dessiné en pratique. Donc c'était le cas d'un sujet qui marche très bien, évidemment. Et voici l'exemple où la vision est incohérente avec l'audition. En fait, la personne ne voyait pas sa main. Effectivement, elle pouvait se baser que sur des informations sensorielles et éventuellement proprioceptives. Mais malgré tout, on voit que dans cette situation, eh bien, le son influence la vision. Influence le geste en comparaison à la vision. Donc finalement, il faut moduler ça. Là, je vous ai montré une situation où ça marche très très bien. Il y a aussi des sujets pour lesquels ça fonctionnait moins bien, c'est-à-dire que les gens arrivaient à se baser plus sur les aspects visuels. Donc il y a plein d'études qu'il faudrait encore réaliser pour vraiment comprendre ce qui se passe au niveau des mécanismes sensorimoteurs et en particulier de ce qui se passe au niveau cérébral, pour vraiment comprendre comment on intègre ces informations multisensorielles. Donc pour vous résumer un petit peu ces différentes études, en fait, ce qu'on a mis en évidence dans tout ce champ de recherche qu'on a pu réaliser, c'est qu'en fait, on perçoit vraiment très bien les mouvements dans les sons, et que même on est capable de guider les gestes et nos mouvements via des sons. Donc il y a plein d'études qui ont été réalisées par des collègues, par exemple à l'Institut des sciences du mouvement, où ils ont pu utiliser des sons qu'on leur avait proposés pour sonifier des gestes, et par exemple des gestes de sportifs qui avaient pour objectif d'apprendre à réaliser un geste expert, donc par exemple le geste d'une personne qui va réaliser un putt au golf, qui est un geste très difficile à réaliser. Donc comment on peut ajouter des sons en fait pour essayer de guider ces gestes. Et du point de vue artistique, alors je ne me suis pas hasardé à aller trop dans cette direction parce que j'ai aucune expertise, mais en tout cas il y a des gens qui font l'hypothèse que, et comme Marc Gendreau, qui est un grand neuroscientifique français, qui a fait l'hypothèse, lui, que les émotions procurées par l'art, donc par exemple quand on voit une personne qui danse, eh bien pouvait naître de l'imagination du mouvement qui était réalisé par cette personne, et que ça pouvait également être le cas dans le cas de l'art pictural. Voilà, c'est tout ça pour vous dire qu'en fait ces études-là sont quand même indirectement reliées au questionnement artistique, même si moi je ne l'ai pas abordé directement dans le cadre de mes travaux.
il y a pas mal de personnes qui s'intéressent à comprendre comment justement les gestes sous-jacents qui peuvent être imaginés quand on perçoit par exemple un morceau de musique, donc on appelle ça d'ailleurs des mouvements musicaux dans des pièces de musique classique, et bien comment ça peut être relié à une sorte d'incarnation du geste qu'on va imaginer via les mouvements évoqués par le son. Donc voilà, donc ça c'était la première partie, la première étude que je voulais vous présenter. Je vais maintenant vous présenter une étude qui ne concerne plus la perception des sons produits par les mouvements, qui sont des sons pas très agréables quand même, on va pas se le cacher, qu'entendre des sons de frottement, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus marrant. Mais maintenant je vais vous présenter des travaux où on s'est intéressé à essayer de comprendre un petit peu la perception de la dissonance des sons. Donc là c'est directement relié aux aspects musicaux, et en particulier d'essayer de comprendre comment on pouvait percevoir des sons qui sont plus ou moins rugueux. Donc pour vous rendre ça beaucoup plus concret, je vais vous jouer 3 sons, et je vais vous demander après de me dire lequel des 3 vous a paru le plus rugueux. Donc je vais vous faire écouter le premier son. Donc, si c'est trop fort, dites-moi, je baisserai le son. Ça va faire mal aux oreilles quand même. Voilà, premier son. Alors, qui répondrait que le premier son était le plus rugueux? Le deuxième son? Ouais. Bon, ça fait l'unanimité. Le troisième? Non. Alors bon, c'est toujours pareil, les expériences, c'est des statistiques, donc il y a toujours des gens qui... Oui. J'ai un problème de son. Votre micro est assez bas. Ah, pardon. Vous voulez que je parte plus près? Ok, pas de problème. En fait, c'est bizarre parce que je m'entends en écho et du coup, j'ai l'impression de devoir ralentir, mais je vais essayer de parler plus près du micro. Ça va pour tout le monde? Ouais. Et donc, qui répondrait que donc vous avez tous répondu, pardon, que le deuxième son était effectivement celui qui vous paraissait le plus rugueux. Donc je vais essayer de vous expliquer un petit peu ce qui se passe quand vous percevez ce type de son. Donc en fait, les sons que je vous ai fait écouter, c'est des sons assez simples, c'est des sons qui sont composés de 2 fréquences. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une fréquence, en fait, la fréquence, ça va caractériser le fait qu'un son soit plus ou moins aigu. Donc un son qui a une fréquence basse va être perçu comme plus grave, et un son aigu aura une fréquence plus élevée. Donc par exemple, je vais vous faire écouter toutes les fréquences indépendamment qui étaient présentes dans ces sons. Donc chaque son était composé de cette fréquence-là, qui est un son à 440 Hz, qui correspond au La en musique. Et maintenant je vais vous faire écouter le deuxième son que j'ai rajouté sur chacun des exemples que je vous ai joués précédemment. Donc vous voyez que ces sons sont tous plus ou moins aigus, et en fait les sons que je vous ai fait écouter, j'ai juste additionné ces 2 fréquences en fait, et ça a donné lieu à ces 3 perceptions différentes. Et en fait, je vais vous montrer après des résultats d'expérience, mais en fait, on a fait des expériences, on a demandé à des gens de juger justement la rugosité de ces sons en fonction de l'écartement entre les 2 fréquences. Et il a été observé en fait qu'on observait un maximum de rugosité pour un certain intervalle entre la première fréquence, qu'on appelle la fréquence fondamentale, et la deuxième fréquence du son, et que souvent en fait ce maximum de rugosité apparaissait pour un intervalle à peu près de l'ordre de 40 Hz. Donc ça varie en fonction de la fréquence, mais c'est souvent cet ordre de grandeur-là. Donc je ne vais pas vous faire réécouter les sons, mais donc on a récemment validé et revalidé ça, parce que c'est des études qui ont été faites il y a un certain nombre d'années par des chercheurs dans le domaine de la psychoacoustique. Donc on n'a rien inventé, mais on a juste montré qu'effectivement on a retrouvé ces courbes de rugosité. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on l'a fait aussi du point de vue tactile, c'est-à-dire qu'on a demandé à des gens de juger la rugosité de vibration qu'ils percevaient avec des actuateurs tactiles, et de façon assez intéressante. Donc c'est des travaux qui ont été réalisés par Corentin Bernard, qui est actuellement postdoctorant au laboratoire PRISM. Et en fait, on a pu observer que la rugosité auditive et la rugosité tactile donnaient lieu au même type de courbe et au même type de perception. Donc c'est assez intéressant parce que ça suggère que les 2 systèmes sensoriels ont un petit peu probablement partagent un certain nombre de similarités dans leur traitement des signaux vibratoires. Donc la question qui se pose, c'est d'où vient ce phénomène de rugosité en fait. Donc une première hypothèse, c'est que la rugosité peut avoir une origine physique. Donc je vais vous rappeler à vos anciens cours de trigonométrie, où en fait l'opération qu'on a réalisée, en fait ici c'est une somme de 2 sinusoïdes. Et alors je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en fait une somme de 2 sinusoïdes, ça peut s'écrire effectivement soit comme une somme,
soit comme un produit. Et en fait, la question qui se pose dans la perception de la rugosité, en fait, ça va être exactement ça, c'est-à-dire, est-ce qu'on perçoit cette somme de deux fréquences comme une somme, ou comme un produit, ou comme quelque chose qui va être entre les deux. Donc une des hypothèses, en fait, c'est que on perçoit exactement les choses de cette façon-là, mais il y a une zone quand même où on n'arrive pas bien à déterminer, puisque les mathématiques ne sont pas forcément branchées directement dans nos organes sensoriels, encore que, comme vous allez le voir. Une autre hypothèse, enfin, qui n'est pas complètement orthogonale, c'est que finalement l'origine de la perception de cette rugosité est anatomique. Et donc là, si maintenant je m'intéresse un petit peu à ce qui se passe au niveau de la cochlée, donc la cochlée, c'est le petit organe qui se situe à l'intérieur de notre oreille, qui va être en fait un petit escargot enroulé sur lui-même. Et si on déroule cet escargot, en fait, il y a des études en physiologie de l'audition qui ont pu mettre en évidence que la fréquence d'un son va être codée spatialement, justement, sur la cochlée. C'est-à-dire qu'un son aigu va être codé à la base de la cochlée et un son grave va être codé à ce qui s'appelle l'apex de la cochlée. Et en fait, vous pouvez imaginer assez facilement que la sélectivité fréquentielle, donc c'est-à-dire que la capacité qu'on va avoir à séparer deux composantes fréquentielles, va être plus faible quand ces deux composantes sont proches. Et en fait, une des hypothèses, c'est que la rugosité, justement, naît quand deux fréquences sont proches, parce que notre oreille n'a plus la capacité de les séparer. Donc pour vous illustrer, en fait, cette notion de codage conotopique, je vais juste vous lire une petite vidéo, donc c'est pas moi qui l'ai faite, ça a vocation purement pédagogique, mais qui montre un petit peu le chemin d'un son dans le système auditif et comment en fait ces vibrations mettent en action les vibrations de la membrane basilaire et montre justement cette notion de rugosité, comment elle peut apparaître à ce niveau-là du système auditif. Donc, je vais m'arrêter de parler, c'est explicite. Donc là, vous voyez l'arrivée d'un son dans le cerveau, donc vous voyez dans l'oreille, donc vous voyez le tympan qui met en action l'oreille moyenne. Donc là, la cochlée va être déroulée. Donc évidemment, ça ne se passe pas comme ça dans l'oreille, heureusement. Et donc là, vous allez voir, donc c'est vraiment une illustration. Hein. Vous vous doutez que c'est bien plus complexe dans l'oreille. Là, vous voyez qu'un son grave, plus ou moins aigu, va être codé à différents endroits de la cochlée. Et donc, quand on va jouer simultanément ces sons, l'objectif est évidemment purement pédagogique, mais c'est tout ça pour vous montrer l'idée qu'en fait, si deux fréquences sont proches, l'oreille va avoir du mal à les séparer. Donc dans les exemples que je vous ai montrés, dans les expériences qu'on a faites, les sons étaient assez simples, il n'y avait que deux fréquences. Vous imaginez bien, dans un signal par exemple d'un instrument de musique, il y a beaucoup plus de fréquences. Et en fait, la rugosité, eh bien, il y a beaucoup de personnes dans le domaine de la psychoacoustique musicale, de la cognition musicale, qui sont intéressés à essayer de modéliser la perception de la dissonance musicale en considérant justement les interférences entre les différents partiels qui composent les instruments de musique. Donc tout ça pour vous dire en fait que comprendre comment fonctionne le système auditif, ça permet également de comprendre comment on perçoit des signaux musicaux et les différentes qualités musicales. Donc ici, pour le moment, ce que je vous ai montré, c'était des signaux très basiques et très simples, et avec des traitements qui se situent au niveau vraiment de la périphérie de l'oreille. Maintenant, vous vous doutez bien qu'on n'a pas un nerf auditif et un système cérébral aussi complexe si c'est juste pour que toutes les choses se passent au niveau de la périphérie. Donc je vais maintenant vous montrer un exemple d'étude que j'ai pu réaliser récemment en collaboration avec des collègues. On a essayé de comprendre comment le cerveau traitait des signaux un petit peu plus complexes, qui sont des signaux vocaux. Donc l'objectif de cette étude en fait était d'essayer de comprendre les représentations cérébrales. Donc je vais essayer de vous expliquer ça dans les quelques slides qui suivent. Donc juste pour introduire ces travaux, c'est des travaux qui sont réalisés donc dans l'équipe où je suis actuellement à l'Institut de neurosciences de la Timone par Pascal Belin. Et ces travaux-là, plus spécifiquement, ont été faits par Charlie Lamotte dans le cadre de son doctorat, qui s'intéressait à la modélisation computationnelle des traitements cérébraux des signaux vocaux. Donc en fait, il a par exemple réalisé des expériences
en IRM fonctionnel. Donc ça veut dire qu'on va mettre des personnes dans un IRM et on va leur faire écouter plein de sons. Et on va voir comment leur cerveau s'active en réponse à ces sons. Et on va essayer de comprendre comment ces activations vont être plus ou moins reliées aux propriétés acoustiques des signaux qu'ils auront entendus. Donc par exemple, dans cette expérience, ils entendaient ce type de son. Donc c'est des signaux très courts, des signaux vocaux, donc de 250 millisecondes. Donc ils en ont entendu, là on a eu 3 participants qui ont entendu chacun d'eux 12 000 sons pendant 12 heures, donc ils sont venus plusieurs fois. Donc vous voyez que c'est des expériences qui peuvent être très longues. Donc ici on a eu le parti de prendre peu de participants, mais de beaucoup les scanner. On s'est dit autant en torturer peu, mais beaucoup. Pour avoir des résultats fiables, plutôt que d'ennuyer une trentaine de personnes moins longtemps, mais pour avoir des résultats un petit peu moins précis. Et avec pour objectif de comprendre comment le cerveau vocal, vous allez voir ce que c'est, en fait encode les propriétés de ces signaux. Donc par exemple, est-ce qu'on est capable de déterminer quels sont les patterns cérébraux qui sont reliés à la perception de l'âge d'une personne dans sa voix, au genre d'une personne? Donc c'est toutes ces questions-là qu'on a posées. Et en fait, ces travaux s'appuient principalement sur des travaux qui ont été réalisés par Pascal Belin, qui a pu mettre en évidence qu'en fait, 3 zones du cerveau, qui s'appellent les aires de la voix, les temporal voice areas, eh bien, répondent plus spécifiquement à des signaux vocaux qu'à tout autre type de signaux. Et l'objectif de la thèse de Charlie, c'était justement d'essayer de proposer un modèle, en fait, du traitement de ces différents signaux. Donc pour ça, on a fait appel à ce qu'on appelle un peu pompeusement des modèles computationnels. Alors on peut appeler ça des intelligences artificielles, j'aime pas trop, personnellement, parce que ça englobe beaucoup de choses, mais c'est effectivement des recherches qui sont issues du domaine de l'intelligence artificielle et qui consistent à entraîner des réseaux de neurones à reconstruire des sons. Donc des réseaux de neurones, c'est des méthodes d'apprentissage qui permettent par exemple ici de compresser des informations acoustiques dans un petit ensemble et de donner une façon de les reconstruire à partir de ces versions compressées. Alors, plus spécifiquement ici, on a utilisé ce qui s'appelle des auto-encodeurs variationnels. Donc, je ne suis pas expert de ces méthodes, mais en tout cas Charlie Lamotte, lui, avait vraiment une expertise en IA justement. Et c'est lui qui a mis en place et entraîné tous ces modèles. Et via ces modèles, en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a pu montrer en fait qu'on était capable de prédire les propriétés des signaux acoustiques, donc des signaux vocaux qui étaient entendus par les patients, les participants dans l'IRM, juste à partir de leur activité cérébrale. C'est-à-dire qu'on est parti des images IRM, si vous voulez, et à partir de ces images, on a été capable de prédire les différentes propriétés des sons. Et de façon encore plus impressionnante, on a même été capable de reconstruire les sons qu'ils avaient entendus juste à partir de leur activité cérébrale. Donc je vais vous faire écouter un exemple de reconstruction de son. Donc tout d'abord, je vais vous lire l'original, donc c'est le son que vous aurez entendu tout à l'heure, et dans un deuxième temps, le son qui a été reconstruit à partir de l'enregistrement de leur activité cérébrale dans l'IRM. Je vais le relire. Donc vous voyez que le son est pas identique, mais malgré tout, on arrive à reconnaître quand même une certaine partie du son original. Donc on ne s'est pas contenté juste de les reconstruire comme ça et de les écouter dans notre bureau, on a fait des expériences. On a montré effectivement que les sons qui étaient reconstruits étaient plus proches du signal original que d'un signal aléatoire. Donc c'était juste pour s'assurer qu'on avait quand même capté un peu l'information. Donc il faut quand même rester un petit peu modeste quand on fait ce genre d'études, et quand on lit les titres des journaux, on a l'impression qu'on peut vraiment maintenant lire dans les pensées des gens, avec des IRM et tout autre type de méthode de mesure d'activité cérébrale, tout ça couplé avec des outils de l'intelligence artificielle. Alors c'est pas complètement faux, mais ça reste encore assez expérimental. Et les objectifs de ces travaux, en fait, sont également cliniques, puisqu'ils peuvent permettre à plus long terme de développer des méthodes pour par exemple des patients qui souffriraient d'AVC et qui auraient plus la capacité de parler, pour essayer de leur donner la capacité de parler avec des outils informatiques en pensant ce qu'ils voudraient dire. Donc voilà, c'était pour vous donner un petit peu une idée des applications potentielles. Et pour essayer de raccrocher au thème de la journée, eh bien, je vais juste vous faire écouter 2 exemples d'une étude qui a été réalisée par des chercheurs et chercheuses de l'université de Berkeley, où ils ont reconstruit, eux, de la musique, carrément. Donc ils se sont mis dans des situations un peu plus simples que nous, c'est-à-dire qu'ils ont eu accès à des enregistrements intracérébraux. Donc c'est des expériences qui sont réalisées souvent chez des patients épileptiques, puisqu'on n'a pas le droit d'implanter, fort heureusement, les gens qui sont des sujets qui n'ont aucun problème. Donc, mais par contre, ils ont eu accès à une population de patients
qui souffrait d'épilepsie, et ils ont pu leur faire écouter des morceaux de musique, et ils ont pu essayer, exactement comme on l'a fait pour la voix, de reconstruire le morceau de musique qu'ils avaient entendu, juste à partir des mesures de leur activité cérébrale. Donc je vais vous faire écouter l'extrait original. Donc, ils ont utilisé un extrait de Pink Floyd, du morceau Another Brick in the Wall, que probablement un certain nombre d'entre vous connaissent. Donc ça, c'est le signal original qui a été envoyé au sujet. Et maintenant, je vais vous faire écouter le son qu'ils ont été capables de reconstruire à partir de l'activité cérébrale mesurée directement dans le cerveau. Vous voyez que ça marche quand même pas trop mal, on reconnaît bien le morceau de départ. Pourquoi ça marche mieux que ce qu'on a fait nous? Pourquoi ça marche mieux que ce qu'on a fait nous en IRM? En fait, quand on mesure l'activité cérébrale directement dans le cerveau, c'est des signaux qui sont beaucoup plus propres. Alors que nous, ce qu'on mesure en IRM, il y a beaucoup de diffusion qui est liée au crâne. L'IRM est une technologie pertinente, mais malgré tout, qui a une résolution temporelle qui est assez mauvaise. Mais ça fonctionne quand même, mais ça fonctionne moins bien quand on a vraiment accès à des informations très propres. Donc, ce que nous montre cette étude, en fait, c'est qu'on est capable de comprendre à quel endroit, et finalement, on a même été capable de proposer un modèle de comment les sons vont être encodés dans une zone spécifique du cerveau. Donc ça nous permet de mieux comprendre vraiment le cheminement du son de la périphérie de l'oreille jusqu'au cerveau. Et donc ce que je vais maintenant vous présenter dans la dernière partie de cette présentation, ça va être 2 études où on a essayé d'utiliser donc ces connaissances sur la façon dont les signaux sonores sont traités dans le cerveau pour développer ce qu'on peut appeler des nouvelles technologies, donc c'est peut-être un petit peu large comme terminologie, mais pour développer des nouveaux outils, par exemple pour le diagnostic de l'état physiologique d'une personne en analysant les signaux produits par sa voix. Donc c'est une étude, donc on a essayé de créer une sorte de dodostéthoscope, donc pour essayer de prédire si une personne manquait de sommeil, juste en l'écoutant parler. Donc c'est des travaux que j'ai réalisés j'ai commencé quand j'étais en post-doctorat à l'École normale supérieure, donc avec Daniel Presnitzer, et qu'on a réalisé en collaboration avec Damien Léger, qui est médecin et professeur à l'Hôtel-Dieu à Paris, au centre d'attention, de sommeil et de vigilance, et avec Thomas Andrion et Caroline Goriot, qui est ingénieure dans l'équipe de Damien Léger, avec Thomas Andrion, qui lui est chercheur à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière. Donc, pourquoi on a essayé de créer ce type d'outil? En fait, là je vais sortir un petit peu du domaine de l'audition, mais mesurer la somnolence d'une personne, son degré de fatigue, vous imaginez assez facilement que c'est quelque chose de très important. Donc par exemple, pour des personnes qui ont des professions où ils doivent avoir un niveau d'attention assez élevé, on peut penser aux conducteurs de camions par exemple, ou aux pilotes d'avion. Donc être capable de dire quand ces personnes-là manquent de sommeil, c'est vraiment quelque chose d'important. Parce qu'en plus, elles ne sont pas toujours conscientes qu'elles vont manquer de sommeil. Donc essayer de le détecter avec des outils un petit peu objectifs, ça peut être vraiment important. Et le problème qu'il y a, c'est que le test standard pour détecter la somnolence d'une personne est vraiment pas très pratique, puisqu'il va consister à mesurer son activité cérébrale avec des électrodes, donc avec un électroencéphalogramme. En plus, le protocole est vraiment complexe, il faut faire des petites siestes de 2 heures, toutes les 2 heures, et mesurer les différences entre l'activité cérébrale. Donc vous imaginez très bien que c'est totalement inapplicable dans un contexte pratique. Et pourtant, il y a plein d'autres façons, il y a plein d'autres choses qui sont affectées quand on manque de sommeil. Et en particulier, on a tous probablement soit déjà vécu, soit déjà observé quelqu'un qui essaye de parler alors qu'il manque de sommeil. Et il y a des études qui ont pu montrer, il y a un certain nombre d'années, sans rentrer vraiment dans une quantification objective, et bien que la façon dont on parle, donc le langage, la prosodie, donc la prosodie ça va être la mélodie de notre voix, les propriétés spectrales de notre voix, le timbre était affecté. Et donc je vais vous faire écouter un exemple juste pour vous convaincre, donc c'est un exemple très caricatural, volontairement choisi pour vous montrer qu'on peut, juste en écoutant une personne parler, entendre qu'elle manque de sommeil. Et avait à l'extrémité de cette ligne enfoui son trésor. C'était... Alors, j'ai volontairement choisi un exemple où il n'y avait aucun doute sur le fait qu'il fallait que cette personne aille faire une sieste. Pour autant, avant même qu'elle se mette à bâiller, vous
vous entendez déjà dans sa prosodie, donc dans sa façon de parler, qu'elle a plus de difficultés qu'une personne qui parlerait normalement et qui aurait été enregistrée à lire un texte par exemple. Donc la question qu'on a posée dans cette étude, c'est est-ce qu'on est capable de détecter via ces enregistrements la privation de sommeil d'une personne. Donc si on nous donne un extrait vocal, de dire que cette personne manque de sommeil ou elle ne manque pas de sommeil. Et si on est capable de faire ça, essayer de comprendre quels sont les effets justement au niveau acoustique. Donc comprendre qu'est-ce qui a été modifié dans sa voix et essayer de le quantifier de façon un petit peu objective. Donc ce qui a été mis en place pour essayer d'évaluer ça de façon objective, c'est un protocole de privation de sommeil. Donc moi je suis arrivé après que ce protocole a été mis en place, ça a été réalisé par Thomas Andrion, Caroline Goriot, Daniel Léger et Daniel Prestinzer, juste avant que je récupère les données en fait de l'expérience, donc je n'ai pas eu ce sale boulot à faire, qui a été de priver de sommeil pendant 2 jours une population de 24 personnes. Donc ces personnes avaient le droit de dormir que 3 heures. Donc elles pouvaient rentrer chez elles, mais il y avait des infirmiers et infirmières de l'Hôtel Dieu qui leur envoyaient des textos en fait pour être sûrs qu'ils étaient bien éveillés dans les périodes où vous avez le droit d'être éveillés et où vous avez le droit de dormir que 3 heures. Et donc la nuit d'avant la privation et la nuit après la journée d'avant et la journée après les 2 nuits de privation, là on a fait lire des textes à ces personnes. Donc on a choisi des extraits du Comte de Monte Cristo qu'on leur a fait lire à 3 moments de la journée différents. Et on a enregistré justement ces personnes en train de lire ces différents extraits. Et on leur a demandé, après chaque session de lecture, de juger sur une échelle allant de 1 à 7 leur degré de fatigue subjective, donc, pour s'assurer qu'ils étaient effectivement affectés ou pas par la privation de sommeil. Donc c'est le premier contrôle qu'on a réalisé, c'est est-ce que la privation de sommeil affecte réellement les participants du point de vue de leur perception, donc sans même parler de parole, est-ce que les gens se sont sentis plus fatigués ou pas. Et effectivement, vous voyez ici, donc c'est un graphique qui résume la moyenne des reports subjectifs par sujet, par session, et on voit bien qu'il y a un effet, donc le jour après la privation, en moyenne, tous les participants ont été affectés par justement ces 2 nuits de privation. Donc il y a un effet significatif de ça, et on peut se demander donc si on est capable de détecter cet effet-là dans les variables qu'on a enregistrées, qui sont ici des variables acoustiques, donc des enregistrements sonores. Donc pour réaliser cette étude, j'ai justement, comme je vous le disais, utilisé une approche qu'on peut qualifier de neuromimétique, donc à savoir que j'ai utilisé des outils que j'avais pu développer pour étudier le fonctionnement du cerveau auditif, de la perception auditive, pour essayer de détecter le manque de sommeil. Donc en pratique, j'ai utilisé exactement des outils que je ne vous ai pas vraiment présentés dans les études précédentes, mais qui vont être des représentations des signaux et des systèmes d'intelligence artificielle qui permettent de faire des tâches de classification, par exemple. Donc, les représentations que j'ai utilisées, en fait, c'est des représentations qui s'inspirent des traitements qui sont réalisés au niveau du cortex auditif primaire, qui vont mettre en évidence des modulations temporelles et spectrales. Donc, j'ai pas le temps aujourd'hui de vous détailler ça, mais c'est des représentations qui ont été validées, en fait, par des études en neurophysiologie. Et en fait, ce qu'on a fait, tout bêtement pour commencer, c'est qu'on a fait la moyenne de ces représentations avant et après la privation de sommeil, et on n'a absolument rien observé, donc on était bien embêtés. On n'a absolument vu aucune différence évidente entre les enregistrements avant et après la privation. Et qu'est-ce qu'on fait souvent quand on n'arrive pas à résoudre un problème intuitivement? Et bien on demande à une machine de le faire à notre place, ce qui n'est pas forcément très intelligent, mais les outils d'IA nous permettent de faire ce genre de tâches, donc d'entraîner un modèle à prédire à partir des extraits sonores, donc de cette présentation, si les extraits viennent avant ou après la privation de sommeil. Et, génial, on a été capable de le faire. Donc pour chaque participant, en fait, on a été capable de prédire, donc on dit au-dessus de la chance, c'est-à-dire au-dessus de l'hasard. Donc le hasard étant une machine qui donnerait aléatoirement avant et après privation de sommeil comme réponse. Et bien on voit que là, la machine ne se trompe pas significativement, donc elle se trompe quelques fois, mais malgré tout, elle est capable de faire la tâche pas trop mal. Donc on a été capable de faire ça. Donc c'est super, on a un outil qui marche très bien. Donc d'un point de vue technologique, c'est très intéressant. Mais par contre, c'est quand même un petit peu mieux parce qu'on fait de la recherche fondamentale, on essaye de comprendre les choses. Et on s'est demandé comment on pouvait comprendre ce que faisaient ces outils d'IA qui sont souvent des boîtes noires. Donc j'imagine que vous avez tous utilisé récemment ChatGPT ou tout un tas d'outils qui sont inspirés et qui utilisent des réseaux de neurones. Souvent, ça marche très bien, mais c'est pas très intuitif. Donc on ne comprend pas bien qu'est-ce qu'ils vont utiliser dans les données. Et c'est exactement ce qu'on a voulu faire, justement, c'est de sonder cette boîte noire, donc de comprendre quelles informations sonores elle allait utiliser pour faire ses prédictions sur le degré de privation de sommeil d'une personne.
Donc en pratique, moi j'ai jamais travaillé sur des boîtes noires, sur des machines, j'ai toujours fait des expériences sur des êtres humains. Et il y a plein de méthodes qui existent pour sonder les êtres humains et qui nous permettent de comprendre exactement ça. Donc de comprendre quelles sont les informations acoustiques qu'un humain utilise, par exemple, pour reconnaître un son d'un autre. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réutilisé ces méthodes, on a fait des expériences perceptives sur ces boîtes noires, donc, qui sont ici des classifieurs, des machines à vecteurs de support, pour le dire encore plus précisément. Et on a utilisé une méthode qui s'appelle la méthode de corrélation inverse, je vais l'expliquer rapidement après, qui nous a permis de comprendre quelles sont les informations que ces machines utilisent pour dire qu'une personne manque de sommeil ou non en analysant sa voix. Donc cette méthode, en fait, elle est assez simple. Elle va consister à essayer de perturber l'entrée d'un modèle, aléatoirement, et de le tromper, donc de lui faire des erreurs. Et à partir de ces erreurs, en fait, eh bien, par corrélation inverse, analyser quelles sont les zones de la représentation d'entrée qui permettent justement de faire ces prédictions. Donc ça, en fait, c'est une sorte de simplification. On va comprendre quels sont les traits les plus importants des représentations d'entrée qui permettent de faire ces prédictions. Et ça nous a permis, en fait, de mesurer ce qu'on peut appeler comme une sorte d'empreinte digitale, donc c'est pas vraiment digital, mais c'est une empreinte vocale de la fatigue pour chaque participant. Donc pour chaque sujet, en fait, on a été capable un petit peu de voir, dans les représentations que je vous ai présentées tout à l'heure, quelles étaient les informations qui avaient été utilisées pour dire qu'il manquait de sommeil ou non. Donc vous voyez, je vous passe 3 sujets là, mais et là même encore plus, il y en a 6, qu'elles ont toutes des traits communs, mais qu'elles sont quand même tous assez différentes. Donc c'est déjà un des premiers résultats qu'on a pu montrer, c'est qu'en fait il y avait une grosse variabilité sur l'effet de la privation de sommeil sur la voix des participants. En fait, chaque participant est affecté par la privation de sommeil, sa voix est modifiée, mais tout le monde n'est pas affecté de la même façon. Donc c'est assez intéressant. Et ce qu'on a pu en particulier observer, c'est qu'en fait la prosodie, qui est caractérisée ici par des modulations temporelles lentes, donc la mélodie de notre voix, était affectée. C'est-à-dire que les personnes parlaient par exemple plus ou moins vite, ou de façon plus ou moins saccadée. Donc la prosodie, c'est un terme assez générique qui englobe tout ça, mais tout ça pour dire que la façon dont on parle au niveau moteur était affectée. Et d'autre part, on a pu observer que le timbre de la voix était également affecté. Donc ici, dans les représentations, on a observé en fait que les modulations spectrales de la voix étaient modifiées. Et ce qui est assez intéressant en fait dans le fait d'avoir observé ces deux effets, eh bien c'est que c'est relié à deux effets connus de la fatigue, c'est-à-dire que la prosodie, qui va être reliée à la production motrice justement réalisée quand on parle, en fait est liée à de la fatigue cognitive qui est induite souvent par le manque de sommeil. Et le timbre, qui lui va être en particulier drivé par ce qui se passe au niveau des cordes vocales, va directement être relié à ce qu'on pourrait imaginer être une inflammation au niveau du conduit vocal, et qui est également un effet de la privation de sommeil. Donc c'est connu, je vous dis ça de paroles d'experts, donc c'est Damien et Thomas qui sont eux experts de la privation de sommeil, mais il y a effectivement une inflammation de l'appareil phonatoire quand on manque de sommeil, ce qui fait qu'on peut parler par exemple avec une voix un petit peu plus nasale. Donc, on a pu observer ça pour chaque sujet, et la dernière chose qu'on a essayé de regarder, c'est est-ce qu'on est capable de déterminer, de prédire l'intensité, justement, le degré de fatigue perçu par une personne en utilisant ces interprétations. Et effectivement, on a pu observer qu'il y avait une corrélation entre des paramètres de cette représentation acoustique et les reports de sommeil qui avaient été réalisés par les gens. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Tout ça pour vous dire que cette étude nous a permis de développer une nouvelle méthode qui permet de créer un petit peu automatiquement des biomarqueurs vocaux de l'état physiologique d'une personne. Et on est actuellement en train d'essayer de l'appliquer à d'autres, c'est pas des pathologies, mais d'autres problématiques, donc comme l'insomnie, essayer de diagnostiquer également les troubles de l'attention et de la vigilance en faisant des analyses acoustiques de la voix, également détecter des pathologies motrices, donc comme la maladie de Parkinson, et qui peut peut-être, on ne sait pas, se détecter de façon précoce dans les propriétés des signaux vocaux, et également de caractériser des addictions, donc à différents types de stupéfiants, via des analyses vocales. Donc vous voyez ici un premier exemple de comment on peut utiliser ces connaissances au niveau acoustique, et même presque neuroacoustique, pour développer des nouveaux outils. Et je vais vous présenter une deuxième et dernière étude qui utilise ces mêmes systèmes et représentations des signaux acoustiques dans un cas d'application qui est complètement différent, qui va concerner l'étude des paysages sonores. Donc je vais vous expliquer ce que c'est juste après.
pour essayer de quantifier un petit peu l'évolution de la biodiversité des milieux naturels. Donc en fait, les paysages sonores, donc je vais vous faire écouter un son, ce sera beaucoup plus clair que tout ce que je pourrais raconter. Donc, les paysages sonores, en fait, c'est des enregistrements qui sont réalisés dans des environnements naturels ou urbains. En fait, on va mettre des micros pendant des longues durées. Et vous avez pu entendre ici un exemple d'enregistrement qui a été réalisé dans une forêt en Californie, où vous avez entendu des oiseaux, au loin on entend un bruit de fond, et vous imaginez bien que si on met des micros dans différents endroits, on va être capable de s'imaginer presque l'environnement et le... Pardon, excusez-moi, j'ai tendance à passer le bras. On va être capable de remonter un certain nombre d'informations, et des questions qui se posent, dans le domaine de l'écologie, ça va être de savoir si on est capable, à partir de ces enregistrements, eh bien, de remonter aux propriétés de ces milieux environnementaux. Donc, par exemple, est-ce qu'on est capable de discriminer différents types d'habitats? Est-ce qu'on est capable de remonter juste en écoutant l'enregistrement? Quand je dis en écoutant, c'est en analysant le son, c'est pas forcément en l'écoutant avec nos oreilles, mais en analysant le niveau acoustique. Est-ce qu'on est capable de reconnaître les saisons, les moments de la journée, donc le jour et la nuit? Est-ce qu'on est capable de prédire la biodiversité de ce milieu, donc savoir si ce milieu est un milieu avec beaucoup d'animaux, peu d'animaux, est-ce qu'il y a une faune et une flore importantes? Et donc, de façon sous-jacente, vous me voyez venir, est-ce qu'on est capable un petit peu de quantifier les effets d'une dégradation qui pourrait être par exemple liée au changement climatique sur ces milieux et de le diagnostiquer avec des sons? Donc c'est un enjeu international, j'imagine que vous en avez tous conscience en écologie, également en santé publique, parce qu'on sait que des ambiances sonores dans les villes peuvent impacter très fortement la santé des populations, et pas que au niveau auditif, donc ça impacte notre stress et notre bien-être. Donc il y a vraiment des enjeux très forts à comprendre comment ces ambiances sonores changent, qu'est-ce qu'elles nous apportent comme information et comment elles influencent les êtres humains. Donc ce domaine qui s'appelle l'écologie sonore, en fait, juste pour vous résumer un petit peu comment ça se passe, donc on positionne des micros, on fait des enregistrements de terrain qu'on dit de longue durée, donc ça va de l'ordre de la journée à l'ordre de plusieurs années. De ces enregistrements, on va extraire des indices acoustiques, donc c'est là où vous me voyez venir, on va utiliser les mêmes représentations acoustiques par exemple que celles que j'ai pu vous montrer tout à l'heure, et ensuite on va utiliser des outils donc qu'on peut qualifier de big data, puisque c'est des données très très volumineuses et très grandes, et issues de l'intelligence artificielle pour essayer de caractériser ces écosystèmes, estimer leur biodiversité, comme je le disais, évaluer la présence d'espèces animales qui peuvent être affectées par l'activité humaine, par exemple. Donc ça peut permettre d'évaluer la santé d'un écosystème, et également évaluer comment un écosystème est en train d'être restauré. Donc, par exemple, quand une forêt a brûlé, il y a souvent des opérations qui sont réalisées où on replante des arbres. Il a été observé par des experts en écologie que les espèces animales ne reviennent pas toujours. Et c'est pas toujours simple de les voir, en fait, les espèces animales, parce que même en mettant des caméras ou en allant sur place, on n'arrive pas toujours à les voir, alors qu'on est capable des fois de les entendre. Vous imaginez facilement que les insectes, par exemple, on n'est pas toujours capable de voir les cigales, mais on les entend très très bien. Donc en mettant des micros, on va être capable de voir justement si on est capable de quantifier le retour ou non de ces espèces. Et donc, pour vous illustrer un petit peu ce domaine, je vais vous présenter une étude et des travaux que je réalise en ce moment avec Christian Lorenzi, donc, qui est professeur à l'École normale supérieure, et avec Amandine Gast, qui est chercheuse à l'Institut de recherche pour le développement, à l'Institut méditerranéen de biodiversité, d'écologie marine et continentale, donc qui est un laboratoire de l'Université d'Aix-Marseille, où on essaye de comprendre. Donc Amandine, elle est vraiment une des pionnières en écologie sonore. Elle a fait parmi les premières études il y a une quinzaine d'années où ils ont essayé d'utiliser les sons justement pour quantifier tout ce que je viens de vous dire. Et dans le cadre de l'étude que je vais vous présenter, en fait, on a eu accès, grâce à Bernie Krause, qui est un éco-acousticien américain, à une base de données d'enregistrements qui ont été réalisés dans Sequoia Park, donc qui est un parc naturel en Californie. Et cette base de données, en fait, comportait des enregistrements enregistrés à 4 lieux différents, 4 moments de la journée, 3 ou 4 moments de la journée différents, je dirais 3 moments de la journée différents, et 4 saisons. Donc je vais vous faire écouter après 4 exemples de sons. Et donc on s'est demandé si on était capable d'identifier justement ces labels automatiquement en utilisant les sons. Donc je vais vous faire écouter des extraits qui ont pu être enregistrés dans ces 4 lieux différents. Je ne vais pas vous les dire en entier parce que c'est un petit peu long.
Voilà pour le premier. Quatre ambiances ont des traits communs, mais sont également très différentes. Et donc, ce qu'on a fait, c'est exactement comme pour la voix et l'étude sur la privation de sommeil. On a utilisé des représentations des signaux inspirés des traitements qui se réalisent au niveau du cortex auditif pour voir si on pouvait prédire justement les lieux, les saisons et les moments de la journée. Donc, je ne vous spoil tout de suite le résultat. On a effectivement été capable d'identifier automatiquement ces informations au-dessus de la chance. Donc, ça ne marche pas toujours. Il y a des extraits pour lesquels les machines se trompent, et de la même façon, on ne s'est pas contenté d'avoir une machine qui est capable d'identifier, mais on a essayé de comprendre ce qu'elle faisait. Donc on a été capable de comprendre dans ces représentations quelles étaient les informations pertinentes pour le classifieur, pour discriminer par exemple les lieux. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a pu développer des nouveaux outils de visualisation basés sur ces interprétations justement. Donc, qui sont des outils que moi je n'utilise pas directement, mais qu'on donne par exemple à des experts comme Amandine et d'autres chercheurs en écologie pour justement mieux comprendre l'évolution des ambiances acoustiques dans ces milieux. Et par exemple ici vous pouvez voir, donc on a une visualisation en fait qui va montrer un petit peu la proximité des 4 lieux et leur évolution au cours d'une année, donc par saison en fait. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on peut voir que par exemple au printemps, les ambiances sonores sont plus similaires entre les 4 lieux. Donc une des hypothèses qu'on peut facilement émettre, c'est parce qu'à cette période de l'année, il y a des choruses d'oiseaux dans les 4 environnements. Et l'été, par exemple, la proximité des milieux se sépare, augmente, diminue, pardon. Et par exemple, ici, on voit donc, pour les habitats BF et SY, qu'il a été observé qu'ils avaient une flore qui était plus importante que dans les 2 autres environnements, qui peut expliquer pourquoi ces environnements sont plus proches les uns des autres. Donc ça, c'est des outils qu'on met à disposition justement des personnes qui s'intéressent à ces problématiques en écologie. Mais malgré tout, on travaille là-dessus, pas uniquement pour les autres, on est aussi intéressé d'utiliser ces sons-là pour mieux comprendre comment on perçoit les sons. Et en particulier, Christian donc, a fait une étude à la suite de l'étude que j'avais pu réaliser avec lui, où ils se sont demandé si on était capable, nous avec nos oreilles, de discriminer justement les mêmes informations. Donc ça peut paraître un petit peu étrange de se poser cette question-là, mais en fait ils ont réussi à montrer qu'on est capable de discriminer le jour et la nuit, par exemple, les différents lieux, les différents habitats. Donc de les discriminer, pas forcément de les reconnaître, c'est-à-dire que si je vous fais écouter le son, vous n'allez pas pouvoir me dire « Ah, ça c'est cette clairière en Californie du Sud », mais par contre vous allez être capable de discriminer le son qui vient de cette clairière du son qui vient par exemple d'un habitat avec plus d'arbres. Donc c'est intéressant parce qu'on peut se poser la question maintenant de savoir si on a également un traitement cérébral spécifique pour les paysages sonores. Donc c'est des études qu'on est actuellement en train de démarrer justement avec Christian et avec Amandine et avec Pascal Belin, au même titre que lui a pu montrer qu'on avait des zones spécifiques qui traitaient les signaux vocaux dans le cerveau. Eh bien on va essayer de voir si notre cerveau a également des traitements spécifiques pour ces informations contenues dans les paysages sonores. Pourquoi on fait l'hypothèse qu'il peut y en avoir? Eh bien en fait on entendait ces sons-là bien avant qu'on soit capable de parler, donc si on remonte à nos ancêtres communs avec d'autres espèces animales, avant même que l'être humain soit capable de parler, on entendait déjà ces ambiances sonores en fait. Et on peut imaginer que le cerveau se soit également spécialisé de façon bien plus précoce à la perception de ces sons-là, aux signaux vocaux qui sont finalement apparus après. Bon, évidemment, c'est des hypothèses qu'on est en train de tester, donc j'ai aucun résultat là-dessus à vous donner. Et pour conclure cette présentation, je suis désolé, j'ai fait 10 minutes de trop, bien, juste pour vous résumer un petit peu tous ces travaux, vous voyez que c'est un petit peu, je peux vous dire que c'est complètement différent, toutes ces études. Malgré tout, il y a le son quand même qui est un peu le fil rouge de tous ces travaux. Et dans tous ces travaux, on a pu montrer donc, que les sons nous informent sur beaucoup de choses. Ils peuvent même guider nos mouvements et ils nous permettent donc, de communiquer, ça paraît assez évident. Mais ce que je trouve assez intéressant et original dans tous ces travaux, c'est qu'en comprenant mieux comment fonctionne le cerveau, on est capable de développer des nouveaux outils, donc des outils diagnostiques, donc c'est des choses que je vous ai montrées. Mais il y a aussi des études qu'on a pu réaliser que je n'ai pas eu le temps de montrer aujourd'hui. On a pu aussi mettre en place des méthodes de réhabilitation
Donc, par exemple, pour des enfants qui souffrent de pathologies de... Ça veut dire que c'est fini. Des outils où on a pu développer des sons qui permettent à des enfants dysgraphiques de mieux écrire de façon plus fluide. Donc c'est des travaux qui sont réalisés ici à Saint-Charles, au laboratoire de neurosciences cognitives, donc par Jean-Luc Velay et Jérémy Dana, qui n'est plus sur place maintenant. Et voilà, donc je ne sais pas, ça concluait la présentation.